Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Mamita. Bienvenue autour du tout premier épisode de votre nouveau podcast, Autour du thé. Je suis aujourd'hui avec mes sœurs. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Aisha Najim. Moi, c'est Assi. Dr Balkissa Ousmane Samake. Voilà, mes très chères sœurs, on se retrouve aujourd'hui. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous. Si tu veux bien nous expliquer un tout petit peu le concept même du podcast autour du thé? Avec plaisir. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que ante don barawi, ante preshila, ante ga aere bla niveau là, ante niveau là. C'est justement ce pourquoi on a mis ce podcast en place. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à force de fréquenter des gens qui sont dans le dîn, qui comprennent, à force de se fréquenter entre nous, il y a des choses qu'on découvre, qu'on se partage, qui nous servent de début pour aller chercher davantage ailleurs auprès de ceux qui savent. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas partager ça avec tout le monde? Parce que sur les réseaux, mine de rien, Mamita, toi, tu es bien suivie. Il y a des questions qui tombent, Aïcha, pareil. Donc, on a décidé d'ouvrir ça, de faire ça sur un plateau beaucoup plus relax. Donc, mettez-vous à l'aise, c'est rien de strict, on ne se prend pas la tête. C'est vraiment entre nous, quoi. Voilà, c'est entre nous, Voilà. on se met bien, on partage ce qu'on sait. Et vous aussi, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez avec les gens avec qui ça peut être utile. Et donc, voilà. D'accord, Asli, très bien dit. Aujourd'hui, le premier épisode, on va parler d'un sujet qui est assez important pour nous toutes ici et j'imagine pour toutes ces autres sœurs qui nous regardent aussi, celles qui sont voilées, celles qui sont à l'heure de vue, celles qui se posent des questions, notamment notre cheminement. On va parler de nos différents cheminements et le choix du port de voile. C'est ça? Comment on a eu le déclic? Voilà, déjà, comment est-ce que le déclic est venu? Parce qu'il faut savoir que nous venons pas toutes du même background. Ça se dit, non? Oui, on n'a pas tous le même parcours. Voilà. Nous n'avons pas toutes le même parcours. Il y en a parmi nous elle est née dedans avec toute la famille qui était déjà vraiment très pratiquante. Il y en a nous autres qui sommes nés aussi dans des familles musulmanes pratiquantes, mais bon, pas très, c'était pas vraiment, le focus n'était pas exactement sur ça. Donc, je pense qu'on va donner la parole à Aïcha déjà. C'est moi qui commence. Non, parce que c'est toi, voilà quoi, la princesse du monde. Donc, Aïcha, si tu veux bien nous parler un peu de ton déclic. Voilà. En fait, moi, le déclic m'est venu, c'était pendant le Ramadan 2023. Le Ramadan s'est super bien passé. Et en fait, j'aspirais à porter le voile, mais c'était vraiment pas quelque chose d'imminent. Je me disais, j'avais encore le temps, on a la vie devant nous, il faut profiter de la jeunesse, mais comme quoi, on ne sait jamais, avec la mort peut frapper à tout moment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon Ramadan, il s'est super bien passé. Et maintenant, la fête est passée. On devait revenir à nos habitudes. Tu t'habilles comme tu le faisais avant le Ramadan et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'étais là. J'ai mis une fois un habit pour sortir et j'étais pas confortable en fait. Je me suis dit, mais attends, j'ai fait un mois, j'étais complètement couverte et ça m'a pas posé forcément de problème. Donc, pourquoi maintenant que le Ramadan s'est arrêté, je ne continue pas en fait? Donc, je suis sortie, j'ai créé automatiquement une story privée et j'ai parlé avec mes sœurs. Je disais, ah, j'ai un sentiment que je ne comprends pas. Je ressens toujours le besoin de me couvrir alors que je n'ai jamais ressenti ce sentiment-là. Et j'ai dit, j'ai l'impression que je vais commencer le voile, mais j'ai tellement peur du regard de la société sur moi. J'avais peur de commencer et de ne pas assumer par la suite. Donc, j'ai dit, je vais commencer tout doucement avec un turban et voir comment les choses évoluent. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Donc, ça va faire maintenant 1 an que je suis couverte. Et en fait, je me posais tout le temps la question que à chaque fois, moi, quand je demande quelque chose à Dieu, il me l'accorde. Et la seule chose qu'il me demandait en tant que femme musulmane, c'était de me couvrir. Et donc, pourquoi je ne me couvrais pas, en fait? Et donc, cette phrase-là me revenait en permanence à l'esprit. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Super intéressant. Donc, comme quoi, le ramadan, ça change. Il ne faut pas juger les gens qui se couvrent uniquement de ramadan parce qu'on a l'habitude de dire, eh, Soumalo Slamé Kourani, alors que Ita dans Soumalo Kofé, Mou, mais c'est Kabouala. Et comme on a l'habitude de dire, le ramadan a pour but, ça n'a pas pour but de stopper nos habitudes, mais en fait, c'est de prendre de nouvelles habitudes, mais de pouvoir les continuer même après le ramadan. Exactement. Exactement. Et du coup, voilà, c'est une habitude que tu as pris et Ça, c'est resté. et qui est restée. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup qui nous écoutent qui peuvent s'identifier à ce que Aïcha vient de nous expliquer tout de suite. Et Amadou, ok, elle a un sabbatique à Caen. Et Assis, si tu veux bien prendre la parole et nous partager un peu ton parcours aussi. Alors moi, mon parcours, sincèrement, je peux pas vous dire c'est quoi mon déclic. Je l'ai eu en différentes phases. Mais j'avoue que quand j'étais pas au Mali, j'apprenais vraiment à connaître mon dîn. Contrairement à ici où on apprend les sourates, on apprend à prier, mais l'apprentissage même du dîn, comment vivre avec la religion, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, ça j'ai eu le temps de le faire quand j'étais pas au Mali. D'accord. Donc là-bas, j'étais vraiment dans mon... Dans ton élément, quoi. Bon, pas mon élément, Dans ta mais spiritualité. dans mon moment d'apprentissage en gros, et je fréquentais des gens qui étaient également dans le dîn, qui étaient un peu plus avancés que moi parfois. Et donc, c'est devenu comme un mode de vie. Et je pensais souvent au voile, mais rien de sérieux. Et puis un jour, en plein été, je disais aux filles, oui, comme vous, je me voile maintenant et tout. Je mettais mes écharpes d'hiver. Et donc, au été Bella, j'ai porté des habits d'hiver parce que moi, je suis un peu bizarre dans ma tête. C'est soit je fais quelque chose complètement, soit je fais pas. Donc, il n'y avait pas de transition. Genre, un matin, je me rappelle à l'époque, j'étais allée faire un week-end ou quelques jours dans une autre ville. Je suis partie, il y avait plein de voilés là-bas et tout. Et j'avais rien amené. J'avais qu'une écharpe. Donc, j'ai dit, ah, les filles, quand on sort, moi aussi, je vais mettre mon voile. Et des fois, elles me taquinaient et je mettais. Donc, au retour, je pense que j'avais fait 2 jours. Au retour, quand je suis revenue, j'ai pas voulu l'enlever. Je sais pas pourquoi. Donc, je suis restée avec. Donc, tout l'été, j'ai porté des cardigans, des pulls. Et franchement, c'était difficile. C'était très, très difficile. J'imagine les habits de froid du Canada. Oui, c'est ça. Ça devait pas être... Parce que non, les filles me disaient, non, tu te prends trop la tête, tu peux aller doucement, tu sortir d'eau et tout. J'ai dit, non, je vais mal représenter ma religion si je fais ça. Imagine quelqu'un qui me voit voilée avec des habits pas voilés. Je trouvais ça trop bizarre. Donc, j'ai refusé, je suis restée dans ça. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Je suppose qu'on aura l'occasion de toucher à ce point. Donc, j'ai pas envie d'aller trop en profondeur. Et donc, j'ai continué. Et puis après, quand je suis rentrée au Mali, j'ai voulu garder. Et ces difficultés-là se sont encore plus prononcées. Donc, pendant un temps, j'ai stoppé. Donc, pendant tout le temps où j'étais dans mon test, je me croyais pas voilée. C'est que maintenant que je peux te dire, aujourd'hui, Mamita, je suis voilée. Aujourd'hui, après combien d'années, je sais pas. En tout cas, plus de 5 ans. Parce que le cœur va avec... C'est ce que le cœur, mais je me sentais pas légitime. Assumer le voile, c'est ça? D'accord. Même pas assumer, mais je me sentais pas comme une vraie voilée. Je vois. Et je me disais, le terme voilée était trop grand pour que moi je l'aie. C'était comme si tu avais un pied dedans et Tu ne l'autre... trouvais pas légitime. Oui, je me trouvais pas légitime. Je me voilais, hein. Je me voilais, mais à chaque fois qu'on le disait, j'avais peur de dire que oui, je suis voilée. De le Tu n'assumais pas, en fait. Oui, j'assumais pas entièrement et j'avais peur de basculer, de stopper. Donc, je disais, bon, si je dis que je suis pas voilée et que je laisse tomber, il y aura pas de problème. D'accord. Bref, donc, j'avais laissé et ensuite, je suis rentrée dans une phase où j'étais complètement contre le voile. Je ne voulais absolument pas entendre parler de voile. Je ne voulais pas en discuter. Et donc, je suis passée par cette phase-là. Et un matin, un vendredi, la veille, on m'avait envoyé une vidéo d'une dame qui défendait le voile et tout. Et j'ai dit qu'elle a je lui ai dit, mais pourquoi tu m'envoies ça? Me force pas à me voiler. Genre, je sais que tu veux m'encourager et tout, mais me parle pas de voile. Donc, le lendemain matin, je suis allée à la banque faire un retrait. Et j'ai écouté Mufti Menk. Bon, lui, je l'aimais bien. J'écoutais tout le temps. J'ai écouté, mais en partant, c'était un vendredi, je crois. J'ai même pas calculé. J'ai porté une tenue où c'était légiféré et tout. Je suis allée. Quand je suis revenue, je me sentais bien. Le lendemain, j'ai reporté. Ensuite, j'ai reporté. Et finalement, c'est resté. Jusqu'à toi, ton processus a vraiment été les montagnes russes, quoi. Ouais, et donc, j'ai pas pensé. C'était littéralement le jour après avoir fait la bagarre avec cette personne. Voilà, pour le voile. Et donc, finalement, quand c'est resté, mais plus je suis restée dedans, plus le voile lui-même, il s'est transformé.
parce que mon habillement s'est transformé tout seul. Et c'était plus facile cette fois parce que mon focus n'était pas sur le voile. J'ai compris que si je m'étais mise sur le voile et écouter les gens, parce qu'il y a la police aussi, Itere Bora, Iklo Bora, il y avait tout ça. Et la deuxième fois, j'étais vraiment dans ma phase de rébellion, où c'était vraiment je fais ce que je veux. Et je suis allée tout doucement jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Comme Aïcha disait, c'était vraiment la vraie montagne, la montagne russe. Tu prends, tu laisses. Il y avait d'autres contraintes à côté. Mais alhamdulillah, encore une fois, Allah kan sabati, ni fouin kan alisa. Docteur Balkissa, Oui. voilà, tu as la parole. Merci Namita de m'avoir donné la parole. Alors moi, pour moi, en fait, c'est simple parce que voilà, je fais partie d'une famille musulmane pas très classique. C'est-à-dire classique, je dirais, dans le sens où un père musulman, une maman musulmane, peu ou pas très pratiquante. Mais en fait, moi, je suis issue d'une famille très, très pratiquante où mon père, il est carrément imam et ma mère, elle est musulmane. Elle se voilait bien avant qu'elle se marie même avec mon père. Donc, c'était des vrais croyants, des vrais pratiquants, pardon. Ils étaient vraiment pratiquants. Et donc, moi, je suis née dans ce mood-là, en fait. Et donc, du coup, j'ai grandi comme ça. Et mes grandes sœurs, quand elles ont toutes eu à l'âge adulte, elles ont commencé à se voiler aussi. Et comme on le dit, en fait, pour pouvoir le faire au moment où, genre, c'est à partir de l'âge adulte que ça devient obligatoire. À partir de la puberté, que le voile devient obligatoire. Du coup, c'est quelques années avant qu'on essaye tout doucement. Tu commences à le faire tout doucement jusqu'au moment où, au moment de ta puberté, ça va trouver que, en fait, tu es prête, quoi. Habitué à ça. Voilà, parce que tu as ça va grandi trouver dans que tu ça. t'étais habitué et tout. Et donc, pendant tout ce temps-là, mes parents ont eu le temps. J'ai vu mes grandes sœurs là-dedans. Mes parents ont eu le temps de bien m'expliquer pourquoi on doit se voiler et tout. Donc, arrivé à la puberté, je l'ai facilement fait. C'était vraiment facile, quoi, parce que là, j'avais compris que c'était une obligation religieuse pour moi. Et donc, je l'ai fait comme ça et j'y croyais fortement parce que, voilà, mes parents avaient pris le temps de m'expliquer pourquoi et tout. Et Et donc, c'est venu tout naturellement. ce qui peut être bien dans ça, c'est que le fait d'avoir grandi dans un milieu où c'était déjà là, ça devient naturel, Ça en devient fait. naturel. Et Et, en plus du fait que j'ai fait une école franco-arabe, du coup, qui nous aide aussi, en fait, dans ce cheminement-là. Donc, tout va de pair, quoi. D'accord. Mais en fait, Mamita, c'est pas toujours évident parce qu'il y en a qui sont dans les familles comme ça. Je suis d'accord. Ils sont contre. Je suis d'accord. Elles ont l'impression qu'elles ont été oppressées. Ouais. Obligée de le faire. Ouais, je pense que elle a dit quelque chose qui est très important. Les parents ont pris le temps de lui expliquer. Tout doucement. Tout doucement. Et Juste- au lieu de la forcer, Voilà. comme C'est on le pas voit souvent. du jour au lendemain. C'est Bon, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu te voiles, sors plus en voile. Non. Exactement. C'est un peu ce qui rébelle, en fait. Exactement. Mais pour moi, c'était pas le cas. Nos parents ont pris toujours le temps de nous expliquer. Tantôt, un jour, tu te lèves, tu dis, ah, écoute, tu serais belle avec une robe un peu plus longue. Et essaye un peu de porter, de te couvrir un peu les cheveux. Waouh, t'es belle. C'est comme ça il faisait papa. Exactement. À chaque fois. Et donc, à chaque fois quand tu portes une robe où les jambes sortaient et tout. Okay. Parce qu'on est d'accord que l'idéal, par exemple, dans ton cas, aurait été que depuis toute petite, qu'ils intègrent le voile dans vos habillements. Papa et maman intègrent le voile. Mais peut-être comme on est dans un milieu où on va à l'école, c'est pas forcément voilé. Exactement. Tu vas être comme tes copines. Donc, il n'a pas voulu aller avec le chemin violent. Exactement. Il a pris le temps de la douceur. Oui, avec la douceur. Et c'est qui est d'ailleurs recommandé en islam. Des commentaires positifs. Voilà. Et pourquoi j'ai dit que l'école va de pair avec? Parce que dans une école franco-arabe, arrivé à un niveau, on va vous demander de vous voiler. Oui, les tenues sont correctes avec le voile et tout. Donc, ça aussi, ça facilite beaucoup parce que tu vas trouver qu'à l'école, tout le monde est voilé pratiquement. Et donc, toi aussi, tu vas te mettre parce que la tenue est correcte, tu as le voile et tout. Et voilà. Mais super. Il reste moi. Oui. Voilà. La grande royale. La grande royale elle-même. Pour moi, je dirais que c'est un peu... Je me retrouve un peu dans ce que Assi expliquait. J'ai aussi eu un déclic, pas par rapport au voile d'abord, mais déjà par rapport à la pratique religieuse. Comme j'expliquais au début, nous sommes... pour ma part, je suis née dans une famille musulmane où les parents ont pris le soin de nous apprendre la prière, le jeûne,
Mais c'est quoi l'islam en réalité? Je ne pense pas qu'on m'ait une fois expliqué Islamé Islamé même consiste en quoi? Je ne me rappelle pas comment expliquer ça. Tout ce que je sais, c'est que Fitri Sera va prier, Fadiri va prier avant d'aller à l'école. Voilà, pendant les vacances, les imams viennent à la maison, vous apprenez les sourates, comment prier, et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc moi, c'est aussi quand j'étudiais à l'extérieur que je prenais, c'était un programme d'anglais où il y avait pas mal de nationalités. Je me rappelle, c'était pendant aussi un mois de Ramadan et je jeûnais. Il y a une Brésilienne avec qui je prenais des cours d'anglais qui est venue me voir. Ah, donc tu es musulmane, tu jeûnes et tout et tout. J'ai dit oui, toute contente, toute fière. Oui, je suis musulmane, je jeûne, c'est le mois de Ramadan et tout ça. Et la bonne dame me pose la question, ben, tu appartiens à quelle école islamique? Là, tu te rends compte que ça Tu m'a n'as jamais entendu parler d'école ça m'a islamique? pris quelques secondes. Mon Dieu, c'est la première fois que j'entends qu'il y a des écoles islamiques qui existent. D'une D'une non-musulmane, non-musulmane. une chrétienne, une catholique. La honte de Ouais. ça. Mais je pense que tout de suite, elle a compris que non, celle-là, elle voit pas de quoi je parle. Ouais. Et voilà. Mais depuis ce jour, je vous dis, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. C'est resté en moi. Ouais. C'est resté en moi le fait, cette honte que j'ai eue de voir qu'on me parle, quelqu'un d'autre, non, une non-musulmane m'explique quelque chose de ma religion. Pour moi, j'ai pris ça comme une honte et ça a été un choc et ça a été en même temps Un un déclic. déclic pour moi de réaliser que oui, tu jeûnes, tu pries, mais pourquoi tu connais pas ça? Pourquoi tu connais pas ça? Et c'est de là que c'est parti, c'est en ce moment que j'ai vraiment commencé à avoir ce besoin de chercher à savoir plus sur la religion. Déjà, cette histoire d'école islamique, je suis sur l'Internet, bon, je suis étudiante à l'extérieur, tout ce qu'on sait, les recherches, c'est sur le net qu'on va le faire. J'ai pas grandi dans un milieu où on m'a montré, on m'a expliqué que je peux aller dans une mosquée. Pour moi, c'était tabou pour une fille, une jeune fille d'aller de fréquenter la mosquée. Parce que j'ai grandi avec une maman et une grand-mère qui ont toujours opté pour le hadith qui dit que c'est mieux pour la femme de prier à la maison et tout. Et j'ai pas vu ma mère et ma grand-mère aller fréquenter la mosquée. Donc pour moi, c'était tabou. Si elles n'ont pas fait pour moi, c'est que c'est interdit pour moi d'aller à la mosquée et on ne m'a jamais expliqué que c'était permis. Donc du coup, je n'avais pas de repère. Mon seul repère où je pouvais aller faire les recherches, c'était sur le net. Et tu te rends compte sur le net qu'il y a 10 000 avis qui sont là. Tu vas demander à cher Google, voilà, chacun va t'amener son explication parce que c'est la jungle là-bas. Et tu te rends compte que tu es encore plus perturbé en fait. Tu cherches des réponses, mais on t'amène d'autres choses qui te donnent plus d'informations en même temps, tu vois. Donc, du coup, tu prends, voilà, tu te fies, bon, je vais me fier à cette information-là. Tu prends ça, bon, je vais essayer de travailler avec ça. Tu essaies de faire un pas, deux pas. Ça, c'était par rapport aux écoles de jurisprudence islamique de la Sunna. Après, dans ça, tu as d'autres questions qui te viennent. C'est quoi l'islam? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Le voile? Ci et ça. Tu as 10 000 questions que tu essaies de rechercher. Ibedo Famiat Madola. Et tu essaies d'intégrer ça dans ta vie sans même comprendre que le comportement du musulman, c'est qui est réglant et en fait, c'est une éducation qu'on doit faire. Donc, tu prends 5 pas. Voilà, tu prends 5 pas, tu es vraiment religieux, et tout. Tu essaies de corriger tes prières parce que tu as compris maintenant, bon, depuis longtemps, tu le sais, mais que la prière est obligatoire à l'heure et il n'y a pas de négociation sur ça, en fait. Voilà, donc tu essaies de faire tes prières, il y a 5 paquets. Après, tu fais 15-20 pas en arrière. Voilà, tu retombes au pire que ce que tu faisais avant. Donc, c'est dans ça que je suis restée. J'ai fait tout mon temps à l'extérieur comme ça, il y a spiritualité benabita, sungalo manase comme Aïcha, et je suppose comme beaucoup d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui, il y a la spiritualité qu'on a là, il y a kumbiri, finou, dont on fallait. Et je me rappelle au boulot, il y avait un Guinéen pratiquant, Ibrahim, c'est lui qui nous faisait prier au boulot pendant le mois de Ramadan et même en dehors du mois de Ramadan, qui m'appréciait à chaque fois. Oh là là, ma soeur, il faut continuer à t'habiller comme ça te va tellement. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu es ci et ça. Et après le Ramadan, boum, c'est parti. Tu retournes, oui. Mais tu sais quoi? Ça m'a un peu choquée au Mali. Parce que même avant que je ne quitte le Mali, je ne savais pas que pendant le Ramadan, il fallait changer de dress code.
Je sais pas. Bon, peut-être que moi, je suis partie un peu trop tôt. Mais en tout cas, quand je partais au lycée ou à l'école, je partais normal. Ma tenue vestimentaire n'avait jamais changé. Mais au Après, Mali, ici, quand je je l'ai suis jamais changé, revenue, en fait. quand je suis revenue, j'étais adulte et tout. Bon, à l'époque, je crois que je m'habillais, j'étais déjà voilée, je me rappelle plus. Mais il y a eu des gens qui me disaient, par exemple, ouais, vous me dites que tu bosser le djibena. Ou, ouais, pendant le ramadan, il faut commencer à aller acheter tes tenues et tout. Oui, moi, je trouvais ça trop bizarre parce que, peut-être à l'époque, j'avais pas la connaissance islamique, mais ça m'a vraiment choquée. C'est hypocrite, quoi. Non, je trouvais pas ça hypocrite. Ça m'est jamais traversé l'esprit que pendant le ramadan, Il faut changer de... Que tu vas quelqu'un d'autre. tenue vestimentaire. Oui, pour moi, le ramadan, peut-être que je ne connaissais pas le ramadan comme je connais maintenant. C'était jeune. Je m'ignorais un format, mais Il était dominicain, quoi. j'avoue que voile aussi pendant longtemps, je savais pas que c'était obligatoire. D'accord. Et je me disais à chaque fois, je me rappelle que ya Allah, ce truc-là, surtout à l'époque où c'était vraiment difficile pour moi, je disais, ya Allah, si c'est vraiment obligatoire, parce qu'il y a des débats. Bon, à l'époque, je disais qu'il y avait des débats. Parce que c'est Donc, si c'est vraiment, vraiment obligatoire, si c'est ça que tu veux que je fasse, facilite-moi. Ma bénique m'odorait parce qu'au fond, je me disais, bon, ni Allah Ramate, ni Amadi Alaye, et que Diagoyate, blala. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, subhanallah, je peux même pas imaginer ne pas porter le voile, en fait. Donc, pour revenir un peu à mon cheminement, pour aller vite, moi, c'est comme ça que je suis restée à l'extérieur jusqu'à mon retour au Mali. Et d'ailleurs, c'est à l'extérieur que j'ai compris que, parce que j'ai commencé à fréquenter des sœurs, une sœur thaïlandaise qui, pendant les fêtes l'Aïd, elle me dit, mais viens, on va à la mosquée. Pour la première fois, j'ai dit, non, je vais aller faire quoi à la mosquée? Je suis une jeune fille, les jeunes filles ne doivent pas aller à la mosquée. Et elle trouvait ça tellement bizarre et c'est elle qui m'a entraînée, c'est elle qui m'a appris à fréquenter la mosquée. Et je prie Dieu que Allah Rakaye, Al Saraye, parce que ça m'a amené beaucoup de compréhension par rapport à beaucoup de choses. Oui, parce que tu pars à la mosquée, souvent quand elle avait des questions, elle va aller voir les sheikhs qui sont là, voilà, les dames sheikhs qui sont là, côté femmes, elle va poser les questions. Donc, j'ai compris que, donc je peux aller poser des questions. Voilà, donc, et même là, j'avais encore pas cette, j'avais pas cette aisance d'aller vers les gens, aller poser les questions. Parce que pour moi, les sujets islam, là, c'est vraiment tabou. Il faut faire attention, even à ta question, ensuite, même poser et tout ça et tout ça. Donc, c'est après mon retour au Mali. Et toujours, je me rappelle encore, Isabella, elle s'appelait Isabella. Isabella, tu appartiens à quelle école islamique là, est restée avec moi. Revenue au Mali, ben, je me dis là, alhamdoulilah, j'ai beaucoup plus de temps parce qu'à l'extérieur, le boulot, on sait, il n'y a pas de temps qu'on puisse consacrer à autre chose que le boulot et puis voilà, quoi, la routine et tout. Je me dis, j'ai beaucoup plus de temps ici, pourquoi ne pas chercher quelqu'un pour mieux m'expliquer ma religion, pour mieux m'expliquer l'islam, parce que là, j'avais déjà des évidences que certaines choses, par exemple, le voile, c'était obligatoire, mais Hakima Swama, Dusukuma Swama, c'était un grand-père Mekage. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre des cours à domicile. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé un ustaz super bien qui a su. Je suis quelqu'un de très têtu. Venir me dire que non, Moussou Kingaket, sans me donner d'explications logiques, je refuse, je ne prends pas. Et alhamdoulilah, il a su mettre les bons mots sur les différentes choses et qui m'ont permis de comprendre. Et petit à petit, un peu comme Assis, je me rappelle pas qu'un jour, je me suis dit, Mamita, aujourd'hui, tu arrêtes de porter les pantalons, par exemple. En fait, en Borana, il y a tout ce que je faisais, les mèches, les ongles, le maquillage, à Ben Borana, je ne peux pas dire que Nido ne willa ka fo ni décidé d'abla Nido. Je ne peux pas dire ça que à quel mois de la tout ce que je sais c'est que je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis retrouvée dedans depuis mes musulmans serions kuna. D'ailleurs, à la ya fama mais à madame neni parce que voile l'état d'âme nadi parce que j'aimais beaucoup les nattes. A commencé à remplir la broti. Donc je dis j'arrête les nattes. Mais et les gorogrés en fait, tu voyais, donc je dis j'arrête les mèches, mais nati simple qui est un coup. J'avais honte de sortir avec nati simple ou fait. Donc même pour me tamba sur un coup, mais bon, mais t'arranges ou là et tout ça. C'est comme ça que c'est venu et de là je me retrouve comme ça. Et je peux pas vous dire que Nindo est là, il a décidé qu'à quel temps, c'est Dieu qui a décidé ainsi, comme on le sait. Et encore une fois, on va te dire à quand un sabbatin sera quand. Donc c'était un peu ce que moi j'avais à dire.
chères sœurs, et pourquoi pas mes frères, nous vous invitons à suivre notre podcast sur nos différents réseaux, car nous avons beaucoup d'autres thèmes qui pourront vous intéresser. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et à très bientôt. Assalamu alaikum.